Ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, j'ai interviewé Gilles William Goldnadel, avocat à Paris et également chroniqueur très connu en France, mais également président de l'association France-Israël. Écoutez bien ses propos. C'est une courte interview sur des questions simples. Ses réponses sont franches, honnêtes, et je crois qu'elle devrait inciter, si parmi vous il y a des personnes de confession juive, à bien réfléchir et à bien se préparer, car sa vision est, comme la mienne, très pessimiste quant à l'avenir auquel nous devons faire face. Sans plus attendre, voici l'interview. C'est pas grave. Voilà, je, je, je reprends alors ma question. Aujourd'hui en France, face au terrorisme, face à une immigration débridée, des zones de non-droit de plus en plus fréquentes, de plus en plus étendues, comment est-ce que vous voyez la situation et l'avenir des Français de confession juive? Très sombre et encore plus sombre que l'avenir des Français, c'est-à-dire que les Juifs de France sont des sortes d'avant-garde, mais davantage passives qu'actives de ce qui arrive aux Français. Tous les Français sont visés, mais davantage encore les Juifs de France. Faute n'a pas été pour moi de les en prévenir, faute à la communauté juive organisée de n'avoir pas entendu mes avertissements il y a encore 20 ans, puisqu'elle a continué à être, je pense, très influencée par rapport au discours immigrationniste, ce qui n'est plus le cas maintenant, mais c'est un peu tard. Mm-hmm. L'État français, tout bord confondu, tout parti confondu, est-ce qu'ils se rendent compte de la situation très très difficile qui a lieu aujourd'hui? Je crois que maintenant, au moment où nous parlons, il est possible qu'une partie du personnel politique français ait enfin pris conscience de la gravité, de la dangerosité de la situation. C'est bien possible. Je ne suis pas même sûr qu'elle en a pris toute la mesure, mais je lui ferai à peu près les reproches que je fais à la communauté juive organisée. C'est à peu près de la même nature. Il y a une part de cécité intellectuelle, de crainte révérencieuse par rapport à la pensée obligatoire et vigilante. Et c'est tout ce que nous connaissons est la résultante de ce mélange de crainte obséquieuse et d'inconscience. Alors, si vous me permettez une question peut-être, j'allais dire le mot taquin, mais vu les circonstances du moment, c'est pas le mot juste, mais enfin, vous le faites remarquer, vous êtes quelqu'un de très honnête, qu'effectivement il y a certains intellectuels, certains hommes de proéminents qui il se trouve sont de confession juive et s'en revendiquent hautement et qui disent et qui sont pour cette immigration depuis 30-40 ans. Et qui donnent une certaine image auprès des Français qui ne sont pas de confession juive, d'inciter cette immigration qui aujourd'hui pose ces problèmes, alors que simultanément, Israël a raison, défend son identité ethnique, religieuse, culturelle, et justement n'accepte pas, et encore une fois a raison à mon avis, une immigration sauvage et immense, non juive. Est-ce que vous voyez dans ce paradoxe un des grands problèmes à l'intérieur de la communauté juive en France, et pas qu'en France? Bien sûr que je le vois. Je le vois tellement que je pense avoir été celui qui, à l'intérieur de la communauté juive, il y a maintenant peut-être 30 ans, a été extrêmement sévère par rapport à cette posture. Alors j'ai fait la part, pendant des années, j'ai fait la part du traumatisme. Mm-hmm. Sinon excusable, au moins compréhensible de cette communauté qui a été travaillée par la Shoah, et bien sûr, de la Shoah, de la confusion, délibérément ou pas opérée entre les notions de Shoah, de racisme, d'extrême droite, de tout ce que vous voulez, mais ce qui était excusable il y a 20 ans ne l'est plus du tout maintenant. Je veux dire, dans mes pires cauchemars, je ne pensais pas que, après notamment les massacres qui ont été infligés à la communauté juive par les affaires Mera, par les affaires Halimi, et puis ensuite par les
partie de la communauté juive organisée prendrait une position aussi angélique, par exemple, sur la question des migrants. Là, effectivement, il n'y a plus d'excuses. Alors certes, pour la communauté non juive, la communauté nationale non juive pourrait en tenir rigueur à cette communauté juive organisée, mais il faudra aussi tenir rigueur, par exemple, à Jacques Chirac, sa position angélique sur l'immigration. Si on devait appliquer la sévérité à tous, je veux dire que aucun ne serait indemne. Israël, justement, est un pays qui sait se défendre, qui a toujours revendiqué, peut-être même avec excès, mais enfin, qui se défend, qui a un sens de la protection de sa population. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre d'Israël en tant que citoyen, en tant qu'individu, en plus de l'État? Qu'est-ce qu'on peut faire? Écoutez, la vérité m'amuse à vous dire que je ne trouve rien d'excessif dans la manière dont Israël a à se défendre, constamment mise en question, constamment agressée au niveau du terrorisme. Je trouve au contraire les réponses de l'armée israélienne extrêmement pondérées. Elles sont calibrées. Alors, il arrive évidemment qu'il y ait des dégâts collatéraux, comme on dit, mais ils ne sont jamais recherchés. Ils sont difficilement évitables. Et lorsqu'on les compare, par exemple, aux dégâts commis par la coalition, eh bien, on voit que ça n'a rien d'excessif. Donc, ayant dit cela, le modèle d'État-nation israélien est effectivement un modèle au sens moral et, si j'ose dire, militaire du terme. C'est un peuple a le droit et le devoir de défendre sa souveraineté lorsqu'elle est agressée. Elle défend ses enfants par des moyens malheureusement militaires quand il le faut, et ce n'est jamais gaieté de cœur. Elle le revendique hautement, elle n'est pas complexée à reconnaître la dimension religieuse, ethnique, le désir de vouloir se protéger, y compris dans le cadre de lois souveraines de régulation. Et là aussi, une nouvelle fois, j'étais extrêmement courroucé lorsque je vois une partie de la communauté juive organisée en France être, comme je l'ai dit dans le Figaro, dans un de mes premiers écrits publics, être d'un réalisme d'acier lorsqu'il s'agissait d'Israël, comprenant bien, par exemple, la notion de droit au retour et le fait de ne pas accepter la soi-disant loi du retour des réfugiés en Israël, parce que ce serait évidemment un danger de mort démographique, et en même temps d'être dans un angélisme de plume lorsqu'il s'agit de la France, et de considérer que l'État français, les frontières, la police, l'armée, sont presque des notions surannées, et que le peuple français n'a pas besoin de se défendre. Or, lorsqu'on a une conception incarnée des choses, eh bien, en matière d'immigration, il faut vraiment être un intellectuel particulièrement désincarné et irresponsable pour considérer que 1 égale 10, que 10 égale 1000, que 1000 égale 10 000, que 10 000 égale 100 000 et que 100 000 égale 1 million. Voilà. Est-ce que dans l'attitude des Israéliens au quotidien on a vu récemment des attaques au couteau, des attaques, on va appeler ça du terrorisme moléculaire, qu'est-ce que les Israéliens pourraient nous apprendre, en fait pas seulement en France mais à tous les Européens, dans notre attitude quotidienne et dans notre préparation à cette nouvelle réalité? Écoutez, d'abord, tous les Israéliens ne sont pas des modèles de résignation sublime, de courage immense, de désir de résistance. Vous savez, dans le village monde, vous avez à peu ou prou les mêmes irresponsables, les mêmes gauchistes, les mêmes traîtres, tout ce que vous voulez, tout le panel de la collection d'humanité, et les mêmes salauds et les mêmes courageux. Bon, ayant dit cela, il est possible que ce jeune pays trouve dans ce ciment encore neuf une force que n'a plus une vieille nation contestée de l'intérieur. C'est possible, mais encore une fois, ça n'est pas aussi massif que cela.
qu'il y a aussi en France des gens merveilleux qui ne veulent pas baisser la tête. Hein. Le fait d'être collectivement digne, le fait d'être collectivement résolu, le fait de se sentir collectivement légitime à vouloir dire non aux menées extérieures ou intérieures, ça reste quand même une leçon importante pour les peuples qui croient que l'État-nation est le premier et le dernier rempart contre la barbarie. Mhm. Plusieurs penseurs, je pense à Éric Zemmour, mais plus modestement dans mes livres également, on voit venir, on décrit une sorte de guerre civile qui est en train d'arriver. Je ne sais pas si le terme est exact, mais enfin une guerre moléculaire où on risque d'avoir des guerres de religion mélangées à des guerres civiles, à des effondrements économiques. Ça, c'est un peu ma grande thèse. Dans ce chaos qui arrive, comment est-ce que nous pouvons aider, voilà, au-delà des communautés, mais les gens de bonne volonté, les gens qui aiment leurs enfants et qui espèrent un avenir, sinon meilleur, mais en tout cas un avenir où il y a de la vie, ne serait-ce que ça, en Europe. Qu'est-ce qu'on peut leur passer comme message, selon vous? De savoir qui ils sont. Moi, dans les conversations récurrentes que j'ai avec Éric Zemmour, je ne partage pas tout à fait sa vision d'une guerre civile. Certes, ce serait évidemment une catastrophe, à Dieu ne plaise, mais il y a également une autre catastrophe possible, c'est la défaite sans combat. La défaite sans combat, c'est ce à quoi on assiste. C'est la première fois dans l'histoire, à ma connaissance. Je ne connais pas totalement, je ne suis pas un spécialiste de l'effondrement de Rome, mais il ne me semble pas qu'il y ait un exemple dans le passé aussi scabreux que ce combat, cette invasion qui a été acceptée docilement, encore une fois sans combattre, sans que qui que ce soit consulté, et alors même que les populations envahissent fassent figure de salauds, alors que les envahisseurs seraient considérés comme des victimes. Il y a là un schéma que je ne connais pas historiquement. Et donc, l'une des raisons premières, c'est que le français de souche, pour utiliser cette expression qui ne me fait pas particulièrement peur, ou de racines profondes, une partie de ceux-là ne sont plus totalement qui ils sont. On leur a tellement brandi un miroir déformant, on leur a tellement brandi des modèles à imiter servilement que je ne suis pas sûr que beaucoup de jeunes se portairisent encore en français, héritiers de racines judéo-chrétiennes. Je crois qu'il y a même une sorte, je l'ai écrit dans ma réflexion sur la question blanche, il y a même une mise en question de la couleur elle-même. Un noir ne voit aucun inconvénient à se dépeindre en tant que noir. Il y voit même une manière de fierté. Une chanson d'il y a quelques années disait « Say it loud, I'm black and I'm proud ». Je suis noir et j'en suis fier. Je ne vois pas un blanc entonner le même refrain. Je lui demande d'ailleurs pas de l'entonner, je lui demande de ne pas chanter « Say it loud, I'm white and I am shameful ». Vous voyez, donc c'est dans ce cadre-là du non-dit, de l'impensé, de l'impensable, que se trouvent tous les problèmes du moment. C'est un suicide civilisationnel. Comment on s'en sort? Comment, selon vous, on change les mentalités? Comment vous dire, par le discours, par la prise de conscience, par le refus, par ce qui se passe actuellement, parce que il ne faut pas non plus sombrer dans le défaitisme annoncé. Nous sommes en train de gagner le combat des idées. Oui. Quand je dis nous, c'est tous les gens qui n'ont aucune espèce de honte, de haine ou de détestation vis-à-vis de
l'autre, avec un grand A, ne partage pas cette dilection pour l'autre. Nous sommes passés d'un excès l'autre, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'il y a une centaine d'années, c'est vrai que dans la supériorité prétendue de la race blanche, du peuple occidental qui n'avait qu'une partie de mépris par rapport aux autres peuples, il y avait une supériorité tout à fait discutable et détestable, mais en raison peut-être de ces excès, en raison en tout cas des excès effectivement d'une partie des États-nations occidentaux, on est passé dans un autre excès qui serait de penser que l'autre est mieux, l'autre est plus gentil, l'autre est plus pacifique, l'autre est une victime, et comme l'autre est une victime, nous ne pourrions pas l'être nous-mêmes. C'est le miroir inversé, c'est la xénophilie qui remplace la xénophobie, mais c'est le même revers d'une fausse médaille. Donc voilà, ce combat-là, ce combat intellectuel-là, ce combat moral, je pense qu'il est en passe d'être gagné. Réellement, sauf la question de savoir, c'est est-ce qu'il est midi moins 5 ou est-ce qu'il est midi 5 ? On voit l'État français, en ce moment, passer des publicités où l'on voit mettre en avant des crimes xénophobes contre les populations immigrées, également contre les juifs, faits par des blancs, alors que la réalité, les livres de Laurent Oberton, qui est un ami, montrent, et les statistiques surtout le montrent, c'est totalement l'inverse qui est en train de se passer. Ce ne sont pas les populations de souche qui agressent les Noirs, les populations d'origine arabe ou les Juifs aujourd'hui en France. Comment on change la mentalité de l'État ? Vous savez, je pense que que l'idéologie dominante, que la gauche encore au pouvoir, mais au pouvoir politique, elle est à la dérive complète. Elle est à la rue, la gauche, raison pourquoi elle descend dedans. Bon, donc continue de vouloir imposer ce genre de stupidité est un fait, mais un fait ridicule et risible. Que j'ai vu et j'ai écrit moi-même combien les messages gouvernementaux sur justement tous unis contre la haine étaient d'une rare indigence, puisque effectivement on avait à tout le moins, je fais même mon deuil de ce schéma-là, parce qu'il arrive quand même aussi, même si c'est Dieu merci infinitésimal, que l'autre soit agressé, mais en principe aujourd'hui, c'est effectivement davantage les autochtones, les indigènes qui font l'objet de l'agression. Et d'ailleurs, le terrorisme islamiste vise avant tout les Occidentaux. C'est dans la détestation anti-occidentale que l'on explique le terrorisme, cette haine pathologique de l'Occident, alors qu'on trouve évidemment à l'intérieur de cela des Arabes ou des Noirs, bien entendu, mais ils ne sont certainement pas visés en tant que tels. Pas du tout. Bien sûr, je vois parfaitement bien un djihadiste se faire un plaisir d'assassiner effectivement, entre guillemets, un mauvais musulman consommant de l'alcool au Bataclan. Excusez-moi vous permettez 2 secondes ? Oui. Et moi, je sens que mon professeur André est là, mais je veux dire, donc on termine à 5 heures, comme on a dit. Mais donc, je vous disais que, bien entendu, que je vois bien entendu les islamo-fascistes se faire une joie d'assassiner un malheureux musulman en train de consommer de l'alcool à l'intérieur du Bataclan, mais je pense qu'il y réfléchirait à 2 fois de mettre une bombe dans un bus ou dans un train où il pourrait, par malheur, toucher un musulman de stricte obédience, par exemple. En tous les cas, ça n'arrive pas. Je le constate. Mais bon, avec ces gens-là, tout est possible. Hein. Je reste prudent dans ma formulation. Mais tout ça pour vous dire que celui qui est visé principalement, c'est l'occidental. Voilà. Ou celui
celui qui épouse les mœurs de l'Occident. Et en priorité, le juif, quand même, avec une dilection particulière pour le juif, mais pas seulement. Le chrétien ou des choses, est aussi un Kadarovski. Hélas. J'ai une toute dernière question. Moi-même, j'ai la chance d'avoir des livres qui se vendent à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires qui aident les gens à survivre. C'est-à-dire, ce sont des livres Je serais ravi d'en recevoir un. ce sera fait. Et notamment, dans mes livres, je décris, dans un de mes livres, je décris une communauté juive à un moment, parmi beaucoup d'histoires, certaines de fiction, d'autres réelles, qui s'organisent en groupe d'autodéfense. Alors, en France, c'est toujours délicat lorsqu'on parle c'est tout de suite assimilé à des milices, etc. Il faut faire très attention. Mais enfin, la réalité pourrait pousser différentes communautés, pas forcément religieuses, également par quartier, à s'organiser pour surveiller, se défendre, mais finalement atomiser aussi le pays. Est-ce que vous voyez ce genre de solution comme possible? On peut l'imaginer parce que quand l'État est déficient, l'individu a tendance à se défendre. Mais on arrive à une situation aujourd'hui où l'État est déficient et où les gens ne se défendent pas. Ils s'en remettent dans la main du destin. Ouais, ça, c'est pas une très très bonne stratégie en général. Non. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre temps. Je vais arrêter